Au sommaire, Donald Trump, pas encore à la Maison-Blanche, mais déjà en train de remodeler les frontières. Après ses sorties sur le Canada, menacé de devenir le 51e État américain, voilà qu'il s'en prend à nouveau au canal de Panama et au Groenland, qu'il souhaite aussi voir intégrer les États-Unis. Et puis réaction crispée au Sénégal et au Tchad après les déclarations hier d'Emmanuel Macron. Lors de ses vœux annuels aux ambassadeurs, le chef de l'État a assuré que le retrait français du Sahel s'est fait en concertation avec Paris et que les juntes militaires encore au pouvoir pouvaient dire merci à la France. Pouvez-vous rassurer le monde sur le fait que pour prendre le contrôle de ces territoires, vous n'allez pas utiliser de moyens de pression militaire ou économique? Non. Pouvez-vous nous en dire plus sur vos plans? Allez-vous négocier un nouveau traité? Allez-vous demander aux Canadiens de voter? Quelle est votre stratégie? Je ne peux pas vous l'assurer. Vous parlez du Panama et du Groenland. Non, je ne peux pas vous l'assurer pour ces deux-là. Mais je peux vous dire ceci. Nous avons besoin d'eux pour la sécurité économique. Il aime toujours jouer sur ce registre. La force, c'est ce qu'il veut incarner, le bulldog, le bulldozer, qui veut imposer aux autres sa vision du monde. Et sa vision du monde, c'est nous sommes menacés, il faut que nous passions en force et les premiers. Alors si ça doit se faire par l'accord économique et avec un Canada qui plie aux desiderata américaines, bah, ça peut le faire. Si par contre ils ne veulent pas plier, eh bien ma foi, pourquoi pas le 51e État? Enfin bon, c'est tout. Alors je pense qu'il ne faut pas prendre ça à la rigolade. D'abord, c'est un côté choquant de voir cette intrusion dans la gestion des affaires des autres. Comment un président peut-il se permettre de traiter ses voisins immédiats de cette façon? Je trouve ça très choquant. Mais d'un autre côté, c'est du Trump tout craché. C'est-à-dire qu'il fait du bruit, il fait du buzz. On va le voir dans l'action. Parce que là, ça va être plus dur. Alors effectivement, il peut bien menacer les autres de les taxer. Est-ce que les Canadiens vont rétorquer? Là, ils vont rentrer dans une campagne qui va être dure. Trudeau va rester Premier ministre jusqu'en mars, parce que c'est là où il y aura le nouveau Premier ministre. Donald Trump, lui, le place dans une perspective tout simplement protectionniste. Il dit, s'agissant du Canada, les États-Unis dépensent 200 milliards de dollars par an pour le Canada. Ils n'ont absolument aucun intérêt finalement à commercer avec Ottawa, à importer des voitures canadiennes. Ça ne présente pas d'intérêt pour le consommateur américain. Voici en substance ce que dit Donald Trump. Un discours évidemment, on imagine, compréhensible pour les lecteurs américains. Est-ce qu'il pourrait effectivement aller plus loin et effectivement annexer, comme il le dit? Est-ce qu'une guerre commerciale pourrait avoir raison finalement de l'indépendance aujourd'hui du Canada qui appartient à la couronne britannique, donc qui n'a absolument aucun rapport même organique avec les États-Unis? Mais là, il avait augmenté les droits de douane sur l'acier et l'aluminium. Et là, Ottawa avait pu répliquer et instaurer à son tour des droits de douane. Là, ça va être plus compliqué parce qu'il menace de taxer tous les produits canadiens. Bon, ça risque aussi, mais ça menace à exécution, d'avoir des répercussions sur les consommateurs américains, parce que la majorité des produits canadiens qui entrent aux États-Unis sont des produits qui sont ensuite utilisés par l'industrie américaine pour produire des intrants. Voilà, c'est pour fabriquer des produits américains. Donc bon, ça va poser problème. Le Groenland, il l'avait déjà fait en 2019. Ça s'était soldé par rien du tout. Le canal de Panama, quand même, moi je trouve que c'est la menace la plus inquiétante en termes de volonté expansionniste, j'allais dire. Bon, d'abord, il y a la question des droits de passage. Donald Trump supporte pas d'avoir à payer pour circuler sur un canal qui a été construit par les Américains. Et puis, il y a aussi cette rhétorique autour de la puissance chinoise qui prendrait ses marques à Panama. Et ça, c'est une vraie inquiétude pour Trump et pour Marco Rubio, son futur secrétaire d'État, qui est violemment anti-chinois, qui avait déjà dénoncé par le passé la mainmise des Chinois sur le canal. C'est pas une vraie mainmise, mais c'est vrai qu'il y a une gestion des ports d'entrée qui a été confiée dans un contrat de 25 ans à une entreprise de Hong Kong et donc chinoise. C'est vrai que le Panama a reconnu a renoncé à l'indépendance, à reconnaître l'indépendance
l'indépendance de Taïwan. Enfin bon, il y a et puis les Américains sont les premiers utilisateurs de ce canal en termes de marchandises et loin devant les Chinois. Bon. Mais le problème, c'est qu'à force de taxer tout le monde, comme vous venez très justement de le dire, eh bien, qu'est-ce qui va faire repartir l'inflation? Et la situation, il bénéficie, alors, il arrive en pleine embellie économique. C'est le président qui a le plus de chance sur un plan économique. Béni des dieux. Il est béni des dieux. Tout repart à la hausse, même l'inflation diminue alors qu'elle continue à se tasser, il n'y a plus de chômage, même l'immobilier qui était quand même le secteur le plus malade commence lui aussi à remuer. Enfin donc, il arrive au pouvoir dans une situation économique extraordinaire pour les Américains. Joe Biden n'en a pas profité, lui va en profiter. Alors, la seule chose, c'est qu'effectivement, s'il veut taxer tout le monde, les Européens, les Canadiens, Panama, enfin, et la Chine, on a bien sûr, évidemment, tout ça, c'est des produits qui rentrent aux États-Unis, soit finis, comme les produits chinois, soit des intrants quand c'est en ordre de matières premières, comme du pétrole. Donc, de toute façon, les prix vont augmenter. Donc, le Canada, que Trump propose d'intégrer en tant que 51e État de l'Union, et puis le Groenland, menacé lui aussi d'annexion, alors que le propre fils de Donald Trump se rend sur place, comme pour affirmer ses prétentions en terre danoise. Juste arrivé au Groenland, le fils de Donald Trump est accueilli à l'aéroport par quelques curieux et beaucoup de journalistes. Car si la visite est non officielle, après les propos du président élu affirmant vouloir rattacher le territoire aux États-Unis, le déplacement suscite beaucoup d'interrogations. Vous allez rencontrer des hommes politiques pendant votre séjour? Non, nous ne rencontrerons pas de politiciens, ce n'est pas prévu au programme. Nous sommes juste ici en tant que touristes. Pouvez-vous nous parler de l'intérêt des Américains pour le Groenland? Ce n'est pas à moi d'en parler, c'est aux autres d'en parler. Nous sommes simplement ravis d'être ici. Merci à tous. Depuis toujours, ce territoire autonome, propriété du Danemark depuis 1814, suscite l'intérêt des grandes puissances. Sa position stratégique, dans une zone convoitée par la Chine et la Russie, et ses sous-sols riches en minerais, en font un objet de convoitise. Mais le gouvernement de l'île a toujours balayé les propositions de rachat. Le Groenland nous appartient. Nous ne sommes pas à vendre et ne le serons jamais. Le Groenland n'est pas à vendre, mais aimerait pouvoir s'émanciper du Danemark, dont il dépend financièrement. Dans une interview donnée à une chaîne nationale, la première ministre indique sa volonté de travailler plus étroitement avec les États-Unis et déclare trouver positif leur intérêt pour le Groenland. Le gouvernement envisage au printemps prochain l'organisation d'un référendum sur l'indépendance. C'est une mine, le Groenland. Donc pour l'homme d'affaires qui est Trump, qui cherche à s'accaparer les richesses du sous-sol pour le bénéfice des États-Unis, le Groenland est un objet totalement convoité. Et les Groenlandais, entre l'indépendance et la dépendance économique, vous voyez, il y a des marges de manœuvre pour lui, mais il y a surtout des accords économiques assignés à l'appel au Groenland. Jeff Bezos, celui d'Apple, Tim Cook, encore Mark Zuckerberg versait leur denier à la prochaine cérémonie d'investiture de Trump. Le cas de Meta est d'ailleurs saisissant puisque la maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp va mettre fin à un programme de fact-checking, de modération aux États-Unis. Trump revendique la paternité de cette décision. C'est vrai que c'est fou de voir à quel point ces dirigeants des nouvelles technologies sont allés à Canossa. Entre hommes d'affaires, on s'entend. C'est-à-dire que, on ne partage pas forcément vos idées, mais on voit bien les propos de Zuckerberg sur Meta, c'est incroyable. Finalement, c'est un peu planté. X a raison. Elon, sous-entendu Musk, a raison. Donc, on va faire comme eux. C'est fini, plus de modération. Finalement, il y a peut-être il écrit textuellement, il y a peut-être de temps en temps des choses pas bien. Mais enfin, d'un autre côté, il faut quand même laisser les gens s'exprimer. Donc, c'est dans la grande vague illibérale. Et comme le pouvoir est là, eux, ils veulent faire des deals avec le pouvoir. On est dans un monde où c'est aujourd'hui quand même l'argent qui régit tout. Et c'est bien ce que certains nous ont reproché pendant longtemps, mais je crains que cette loi ne s'applique au monde entier. C'est un démenti cinglant après les propos lundi d'Emmanuel Macron. Monsieur le Premier ministre. Selon lui, le retrait des soldats français du Sénégal à la fin de l'année aurait fait l'objet de négociations entre Paris et Dakar, une version contestée par Ousmane Sonko, le Premier ministre sénégalais.
Le président Emmanuel Macron estime que c'est par simple commodité et par politesse que la France a consenti la primeur de l'annonce aux pays africains. Aucune discussion ou négociation n'a eu lieu à ce jour et la décision prise par le Sénégal découle de sa seule volonté en tant que pays libre, indépendant et souverain.